On va laisser la parole à Madame Elhem Brini pour nous entretenir de l'économie pour une justice sociale. C'est un thème très intéressant parce que notre économie, c'est une économie de mafia, de contrebandiers, de corrompus. Donc, nous allons voir un peu comment Madame va traiter cette question-là. Alors, comme les organisateurs manquent de galanterie, puisqu'on vous a programmé en dernier lieu, je vais vous accorder 1 heure, vous allez parler pendant 1 heure, tranquille. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Et ce n'est pas la tâche la plus facile, parce que passer après toutes ces sommités, c'est pas une tâche facile. Qu'est-ce que je vais dire après vous? Donc, j'ai demandé ça à Sissemi, que je remercie infiniment pour cette invitation et pour... Alors, ma présentation, en fait, elle comporte 2 parties. Je ne vais pas trop m'attarder sur les fondements théoriques, etc., parce que là, c'est votre terrain en tant que chercheur, en tant qu'académicien. Moi, personnellement, je suis programme manager, donc je représente un peu la société civile aussi, donc je vais peut-être apporter quelques éléments d'éclairage sur le feedback de terrain qu'on a, sur qu'est-ce qu'on fait aussi, parce que je dois absolument présenter la Fondation Friedrich Ebert, que beaucoup d'entre vous certainement ne connaissent pas. Et puis l'axe université devient un axe très important cette année à la Fondation, et on y travaille parce qu'on pense que vous êtes les formateurs des futurs leaders, vous êtes une partie de l'élite quand même, et comme a dit à juste titre si Abdelil Bedoui tout à l'heure, vous avez une responsabilité historique. Nous avons une responsabilité historique, et c'est main dans la main qu'on va arriver, Inch'Allah, à faire beaucoup de choses. Donc voilà, Friedrich Ebert, c'est une fondation politique social-démocrate, donc fondation politique allemande. En Tunisie, Friedrich Ebert, c'est 29 ans d'existence. Le bureau Tunis, c'est le plus grand bureau dans le monde, sachant que Friedrich Ebert a 120 bureaux dans le monde. Donc, je ne vais pas m'attarder sur peut-être la présentation de la Fondation, puisqu'il y a plusieurs axes, et mes collègues le font très bien. Ils travaillent sur l'axe syndical, sur l'axe droits de la femme, droits de l'homme, avec la Ligue, avec l'UGTT, avec FTDES notamment. Donc, il y a plusieurs axes. Il y a aussi la formation Young Leaders pour les futurs leaders, pour impliquer un peu les jeunes dans la politique en Tunisie, pour leur apporter un peu des formations à haute valeur ajoutée quand même, pour qu'ils puissent réfléchir à plusieurs aspects, puisque la réflexion, en fait, c'est le début du changement. Donc, je vais parler plus du projet qu'on gère, qui est le projet réforme économique ou politique économique pour un développement socialement juste dans la région MENA. Donc ça, c'est un fonds indépendant, bien sûr. On est basé à Tunis. Le projet durera 4 ans. Il a commencé en 2016 et va prendre fin en 2019, pour le moment. Donc, من أجل تنمية أكثر عدالة, justement, c'est le slogan de notre projet. Nos objectifs sont comme donc l'objectif de tous les progressistes, tous les acteurs de la société civile qui essaient un peu de montrer qu'une nouvelle piste existe, stimuler le débat public par rapport aux politiques économiques, notamment appliquées dans la région MENA, qui ont a priori fait un peu leurs preuves, et enfin, ils ont montré leurs limites plutôt. Donc on est là aussi pour encourager les parties prenantes à développer des alternatives politiques aux politiques actuelles pour une justice sociale et pour un développement durable dans la région. Notre but aussi, c'est de soutenir la collaboration, de créer un réseau régional pour les acteurs qui œuvrent un peu pour la justice sociale, pour le développement socialement juste. Je ne vais pas beaucoup parler d'inclusion parce que voilà, c'est comme l'a souligné le professeur Hadar tout à l'heure, tout le monde parle d'inclusion, tout le monde parle d'économie sociale et solidaire, c'est des termes qui sont vraiment très en vogue, mais après, nous, on s'est dit depuis le début que si on va parler aussi d'inclusion, on va répéter la même chose. On va parler plutôt du socialement juste. Donc, pour ce faire, on a besoin bien sûr de plusieurs intervenants, d'un public cible. Pour nous, toutes les composantes de la société sont un peu notre public cible. Donc, les décideurs, la société civile, les chercheurs,
les patronats, les syndicats, les agriculteurs, les fonctionnaires, les experts, bien sûr, les experts, académiciens, chercheurs. Donc, toutes les composantes de la société sont un peu notre public cible et on pense que chacun a un peu il peut apporter sa pierre à l'édifice. Les composantes du projet, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus, mais juste je voulais vous dire que nous aussi, nous avons un axe très académique, très théorique. On a commencé comme ça en 2016, donc avec un comité d'experts issus de la région, donc de la région MENA, 8 experts qui sont là actuellement en train de préparer un document. Ils ont livré le draft l'année dernière et on a fait 11 workshops dans 11 pays de la région pour recueillir les feedbacks, pour approfondir notre connaissance des pays. Notamment, j'ai entendu hier nos professeurs du Maroc qui ont parlé du cas marocain, etc. Je peux dire que d'après les workshops qu'on a fait, donc le Maroc, la Jordanie, c'est vrai qu'ils sont un peu avancés sur ce secteur, mais toujours reste le cadre législatif, le cadre légal qui n'est pas encore là pour tous les pays, y compris la Tunisie, bien sûr. Donc cet axe académique, on a pensé cette année qu'on va vraiment le consolider avec plusieurs autres axes et notamment l'université. C'est-à-dire, on va faire comme la politique entonnoir. Donc, on a travaillé avec les experts pendant une année, c'est bon, pour des workshops fermés, etc. Cette année, on veut vraiment aller vers un public plus large, donc via plusieurs actions, bien sûr, plusieurs politiques. La première étant des vidéos de vulgarisation des sujets qui sont rattachés au concept de justice sociale, développement socialement juste, économie sociale et solidaire, qu'est-ce que la relation avec les institutions financières internationales, le citoyen lambda, s'il n'est pas vraiment très avisé, s'il n'est pas partie prenante, disons, de ces discussions, il ne va jamais savoir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, il ne va jamais savoir l'impact d'une telle politique ou l'impact d'une loi, si elle existe, si un jour elle est adaptée, sur sa vie quotidienne, en fait, de tous les jours. Et ça, on va essayer vraiment de le vulgariser, d'essayer d'expliquer avec des termes très simples, avec des experts bien sûr, mais c'est des explications qui vont être données, pas des définitions. Ça, c'est un axe après pour passer peut-être à des projets plus ambitieux comme les applications pour viser un public plus jeune, pour le montrer que d'autres pistes existent, pour un peu instaurer cette culture d'être impliqué dans la vie politique, dans la vie économique, dans les politiques publiques dès le plus jeune âge pour savoir un peu un jour s'ils auront à décider, voilà, c'est quoi l'impact de toutes ces théories, de toutes ces politiques sur leur vie quotidienne. Bien sûr, les workshops, séminaires, les événements publics, tout ça, c'est récurrent et ça fait partie du quotidien, disons, de la Fondation et de notre programme aussi. On le fait sur un plan plus régional ou même subrégional parce que la région est très large. Donc, on couvre 12 pays et d'après ce qu'on a vu et d'après ce qu'on connaît, bien sûr, sur l'actualité politique, les pays n'ont pas toujours les mêmes contextes et parfois on essaie de regrouper 3 à 4 pays dans un workshop comme là très bientôt avec l'ALECA qui regroupera la Tunisie, le Maroc, la Jordanie et l'Égypte. Donc on ne pourra pas avoir d'autres pays qui auront certainement un contexte très différent. Bien sûr, vers la 4e année du projet, on va aboutir à des espèces de formations à très haute valeur ajoutée, des capacity building. On va capitaliser sur tous les événements qu'on aura organisés, sur les experts, sur le livre qui va être présenté en octobre cette année dans une grande conférence régionale. Et pourquoi pas, et ça c'est le but de notre interaction un peu aussi avec les événements de l'université, pourquoi pas aboutir à un toolkit, un module qui sera présenté dans un master ou dans un cours pour l'entrepreneuriat social. On a commencé déjà une première négociation avec HEC Carthage et hier nous avions une intervention à l'IHEC parce qu'ils ont un master et je crois que c'est la seule faculté en Tunisie qui a commencé le master entrepreneuriat social. Ils ont même fait un partenariat avec des écoles de Beyrouth, des écoles de Lyon, dans le cadre d'une association aussi
aussi, qui est Arc-en-Ciel, qui regroupe un peu des acteurs sur l'université dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on a commencé cette première approche et on va essayer, avec votre aide, bien sûr, avec l'aide des laboratoires de recherche, des centres de compétences, etc., de développer quelque chose qui soit vraiment, entre guillemets, vendable pour d'autres universités, que ce soit en Tunisie ou sur d'autres pays de la région. Donc ça, c'est pratiquement, je répète, tout ce qui a été fait. Donc le document final, que j'aimerais bien vous parler quand même, parce que j'espère qu'on va pouvoir collaborer là-dessus après pour des capacités building. On va essayer d'exploiter quelques chapitres de ce document qui va être présenté en octobre et qui va faire vraiment la lecture des politiques économiques transverses sur la région, pas vraiment pays par pays, pas dans un contexte approfondi, mais plutôt il va parler plus du rôle de l'État, du développement socio-économique, de la justice sociale, dans un contexte national au début, puis pour s'élargir à un contexte régional ensuite, pour mettre tout ça dans un cadre plus global, plus mondial, disons, puisque voilà, on ne peut pas vivre en autarcie. Que ce soit en tant que pays ou en tant que région, on ne peut pas être vraiment isolé du reste du monde, donc on est très influencé par ce qui s'y passe. Donc les études, publications, ça, quelques-unes ont été distribuées déjà la première journée, mais sachez que cette année quand même, on a une étude très importante qui est une étude sur les disparités régionales en Tunisie, sur toute la Tunisie, donc nord, sud, est, ouest, et portant sur 3 axes très importants qui sont l'infrastructure, l'éducation et l'investissement. Donc cette étude, je pense qu'elle sera très importante parce que, bon, déjà, elle est en partenariat avec un think tank, Joussour, et nous allons essayer de faire sortir des recommandations très concrètes et d'inviter aussi quelques preneurs de décision, des représentants de la société civile, disons des decision makers. Comme ça, on essaie de vraiment faire bouger les choses. À côté de ça, bien sûr, on ne s'arrête pas là parce qu'on essaie aussi de s'associer à tous les projets qui sont présentés en Tunisie, comme l'a souligné le professeur Hadar tout à l'heure. Donc le projet justement présenté par l'UGTT en fait partie de ces commissions, donc initiées par la chargée de mission auprès de la société de la relation avec la société, le ministère de relations avec la société civile. Donc je confirme aussi que les mutuelles de santé sont vraiment très actives et très organisées. On a eu des activités avec eux et ils sont vraiment en train de pousser sur un plan régional aussi, région MENA. Donc voilà, on n'a pas le choix aujourd'hui en Tunisie que d'essayer d'être sur le terrain, d'être là. On est là pour être associé à toutes les initiatives. C'est vrai que nous, on travaille sur les réformes, donc on n'a pas forcément cet œil de terrain, mais on essaie aussi de s'associer avec des collègues qui travaillent dans les associations, qui travaillent plus sur le terrain, comme l'ABES, le Laboratoire d'économie sociale et solidaire, pour avoir le feedback, pour savoir qu'aujourd'hui, la rigidité administrative, elle représente vraiment un frein pour le développement du secteur social et solidaire. Et moi, à titre d'exemple, parfois on m'invite pour parler de l'économie sociale et solidaire, pour montrer aux jeunes des success stories. D'accord, c'est bien beau, mais après les success stories, on ne peut pas vraiment leur donner un bon avant-goût de tout ça s'il n'y a pas le cadre législatif qui le régit. C'est-à-dire, on ne peut pas leur montrer un success story d'une société ou de 3 cas qui ont réussi à Mstir ou à Sousse ou à Mahdeya. C'est-à-dire, on doit vraiment les motiver après en leur disant que voilà, un tiers secteur peut exister, un tiers secteur, il a sa place en Tunisie, un tiers secteur, il vous garantit vos droits, il vous permet aussi de travailler dans l'intérêt général, de réinvestir pour le bien-être général, etc. Donc, la deuxième partie de ma présentation, c'est un peu le sujet de cette session, qui est l'économie pour une justice sociale.
si on commence par définir la justice sociale, c'est-à-dire, moi, si j'étais comme vous, un peu, un peu académicienne, oui, on aurait présenté des définitions, des arguments en faveur de chaque définition, après extrapoler, rajouter des variables endogènes, exogènes, interpréter et voir si l'interprétation est bien ou pas. Donc ça, nous, on ne peut pas le faire. Nous, acteurs de la société civile, on n'a pas les moyens de le faire. C'est-à-dire, réellement, on ne peut pas le faire. Même les définitions, elles restent très subjectives. On essaie de définir comme ça avec des termes simples, c'est-à-dire la justice sociale pour nous, c'est le développement, la croissance qui n'est qu'un aspect du développement, c'est-à-dire la croissance, mais ce n'est pas la croissance qui est une finalité en soi. La croissance qui doit être vraiment un moyen pour arriver au justement ce socialement juste. Et comment définir le socialement juste? Et est-ce que le socialement juste peut être vraiment très harmonisé? Est-ce que le socialement juste pour moi est le même socialement juste pour vous? Est-ce que le socialement juste en Tunisie est le même au Maroc et le même en Jordanie? Je ne pense pas. C'est-à-dire il y a toujours des définitions, il y a toujours des questions à se poser. Et les trois composantes, je pense, qui sont très importantes l'une que l'autre, donc le développement, tout ce qui est mutations positives qui peuvent survenir dans une société, et ce, bien sûr, je souligne, indépendamment des origines familiales, sociales, de genre, de religion, et tout ça nous mène un peu à la notion de droits fondamentaux. Monsieur le Président, combien j'ai de... Accordé 1 heure, mais il ne faut pas en abuser. Hein. D'accord, alors j'en aurai pour 3 minutes. Donc, que signifient justement ces droits dans l'élaboration d'une politique économique? Et je vais me limiter au courant social-démocrate, puisque je représente la Fondation Friedrich Ebert. Donc, la démocratie sociale, dans sa nature, c'est un programme de réalisation effective et conséquente des droits fondamentaux, politiques, économiques, civiques, sociaux et culturels. Et ça, en se référant au pacte des Nations Unies de 1966, qui a énuméré une série de droits fondamentaux. Donc, dans un monde parfait, on part de l'hypothèse que l'élaboration des politiques économiques doit prendre en compte des principes. Donc, ces principes sont au nombre de 3. La croissance, l'équilibre social et la durabilité. Donc, si on dit croissance, c'est pour aussi assurer à tout individu un revenu minimal qui assure un peu sa dignité et qui répond au premier droit fondamental qui est que le droit de l'individu à être libéré de la peur et de la misère. Donc, la prospérité de l'être humain qui va mener aussi à la prospérité de la société pour qu'il ait suffisamment de ressources. Et là, on parle de création de richesses qui va permettre la pérennité de la nation. Donc, après, le deuxième principe, c'est le principe de l'équilibre social. Et pour pouvoir satisfaire ce principe, il faut vraiment que le principe de l'équité-justice soit respecté. Donc, et ça aussi dans le cadre d'une économie dynamique et productive. Donc tout ça, c'est très interlié et c'est très subtil. Le troisième principe, c'est la durabilité. La durabilité, bien sûr, pas qu'écologique, mais aussi la durabilité économique, la pérennité. Il ne faut pas chercher les gains de court terme, comme on voit dans le cas de plusieurs pays. La pérennité de l'environnement. La pérennennité sociale aussi, donc pour garantir aussi un rééquilibrage social qui va être très impactant pour l'économie sociale et solidaire ou pour la justice sociale, disons, dans un cadre d'économie dynamique. Alors, donc, nous avons parti de l'hypothèse que ces trois principes doivent être vraiment traités au même pied d'égalité. Mais après, il y a des limites. Donc, on va se poser beaucoup de questions. Les matières premières, est-ce qu'on a besoin pour la croissance de matières premières, d'industrialisation? Est-ce que les matières premières ne vont pas polluer l'environnement? Donc, est-ce qu'ils garantissent le principe de durabilité? C'est pas sûr. Donc, on aura des problèmes environnementaux. Est-ce que le rééquilibrage social ne limite pas un peu la croissance? Donc, je crois que si on parle d'équilibre social, ça va être aussi une contradiction à la performance. Si on parle de durabilité et de croissance, on aura la contrainte de croissance court terme ou long terme. Donc,
toutes ces questions sont vraiment à se poser. Et moi, je pose des questions aujourd'hui parce que vraiment, je n'ai pas de réponse, bien sûr, mais je crois que vous, peut-être, vous pouvez un jour nous apporter quelques éléments de réponse en poussant la réflexion, en montrant aux générations futures, à vos étudiants, qu'une autre piste existe et qu'on pourra penser toujours, c'est-à-dire pas en mode séquentiel, en mode vraiment intégré de ces trois principes. Et de là, on se pose aussi la dernière question qui est est-ce que l'économie pour une justice sociale est vraiment un défi ou bien une opportunité à saisir et à travailler pour garantir la pérennité économique, sociale et environnementale pour les années à venir. Donc, je vais conclure par une citation de Willy Brandt qui dit que ni le particulier ni la communauté ne peuvent vivre aux dépens de la nature. Sinon, l'évolution de notre environnement devient inhumaine. En effet, l'insalubrité de l'air et de l'eau remettent en question les avantages de la croissance économique. Mais je vais vous prévenir que vous tirerez une conclusion trop rapide en pensant que la solution résiderait dans une limitation globale de la croissance et de la productivité. Il s'agit beaucoup plus de se concentrer sur la question où, comment et dans quel but la croissance économique. Il s'agit aussi de réaliser que croissance et principes économiques doivent rester au service de l'être humain. Si nous ne voulons pas laisser les circonstances nous dominer, si nous voulons plutôt les maîtriser, il faudra réfléchir plus intelligemment et peut-être même aussi travailler plus durement. Merci beaucoup. Merci, madame.